De casser un peu la solennité de la soirée, parce que nous allons parler de questions religieuses, de questions très sensibles certes, mais de questions qui intéressent tout le monde. Je voudrais, si vous le permettez, vous féliciter, Monsieur le Doyen, pour l'excellent travail que vous faites à la tête de cette institution. Vous l'avez dit en pointillé dans vos propos liminaires, je suis un ancien pontin et je vous ai dit qu'en 1966, quand on faisait cours ici, on entendait les ouvriers qui construisaient la résidence universitaire. Tout cela pour dire que je tiens beaucoup à cette école, à laquelle je dois une très très bonne partie de ma formation académique, et où aussi, vous me permettez de le dire, mon épouse enseigne. Vous avez fait un travail excellent et je voudrais magnifier votre œuvre ce soir. Je sais que vous êtes un homme éminemment modeste, mais vous ne pourrez pas échapper ce soir. J'ai entendu dire, en des milieux très autorisés, que cet enfant de Kerma Diabel que vous êtes est aussi l'un des meilleurs germanistes du monde qui pratique la langue de Goethe presque autant que Goethe lui-même. Je voudrais encore une fois, si vous le permettez, vous rendre ce vibrant hommage pour tout ce que vous faites pour la communauté éducative de notre pays. Cela dit, je voudrais aussi présenter le travail de Madame Samb, qui est un ouvrage qui est paru chez l'Harmattan. Monsieur le Doyen, donc, Madame le professeur, distingués collègues, Madame l'essayiste, qui est à ma droite, le représentant de l'Harmattan, chers collègues, honorables invités. Tout ce que j'avais à dire sur l'ouvrage du docteur Rokhaya Samb, je l'ai déjà écrit dans la préface. Je ne souhaiterais donc pas trop me répéter ce soir. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le parti de restreindre mon intervention à la présentation de l'essayiste, mais aussi des auteurs sur lesquels porte son essai. Je dirais que je tenterai un peu de lever un coin du voile sur quelque chose qui me paraît fondamental, parce que je pense qu'il n'y a aucune gêne à le dire. Ce travail est l'aboutissement d'une thèse de doctorat qui a été brillamment soutenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar il y a environ de cela une dizaine de mois. Donc je souhaiterais lever un coin du voile sur l'atelier d'écriture et faire quelques commentaires furtifs sur l'ouvrage. Je voudrais rappeler comment Madame Samb est entrée en contact avec ces deux auteurs américains. Nous avions ensemble voulu préparer un colloque pour le fameux colloque, un papier pour le fameux colloque sur les études américaines de l'époque, certains d'entre vous s'en souviennent, et dont le thème retenu cette année-là était l'islam aux États-Unis. Et c'est dans la recherche d'une thématique que nous avons discuté, et après des recherches, nous sommes tombés sur ces deux auteurs américains qui, en vérité, ne sont pas très bien connus dans le milieu universitaire. Et c'est là, en parenthèse, tout le mérite du livre de Madame Samb,
que nous présentons ce soir. Pour des raisons de coupe budgétaire, le colloque n'eut pas lieu. Le groupe va venir. Le groupe va venir. Donc, le colloque n'eut pas lieu, mais elle a été tellement fascinée par ces auteurs et leurs écrits qu'elle décida, en définitive, de choisir l'islam et la géopolitique dans leurs écrits. Voilà, brossé à grands traits, les conditions dans lesquelles nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à présenter cet ouvrage de Madame Sand. Alors, elle a travaillé essentiellement donc sur deux auteurs. Sarah Nomani, Azra Nomani, qui est une américaine naturalisée d'origine indienne et qui a migré avec ses parents aux États-Unis à l'âge de 2 ans. Et bien sûr, l'autre, c'est Michael Wolff, qui est professeur des universités et qui a également écrit ce livre notamment de Hajj, le Hajj. Il faut aussi signaler un fait qui me paraît fondamental, c'est que ces deux auteurs américains se sont convertis à l'islam, ont effectué le pèlerinage au lieu saint de l'islam et ont donc décidé de rendre compte dans leurs écrits qui sont à cheval entre la fiction et les essais de leur expérience des lieux saints de l'islam. Mais je voudrais continuer sur la carrière professionnelle du Dr Sand. Elle est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement moyen, le KM, et d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, le KS, en 1984, donc de cette prestigieuse institution. Ensuite, elle est devenue inspectrice de l'enseignement secondaire. Autre trait marquant de cette figure académique, c'est qu'elle participe efficacement à l'encadrement, à la formation, au contrôle et à l'évaluation des professeurs des lycées et collèges du Sénégal. Elle est membre de la Commission nationale d'anglais, mais aussi de la Commission des choix de sujets du baccalauréat depuis plusieurs années. Ces 3 dernières années, elle a été particulièrement engagée dans la formation à distance, la FOAD, domiciliée à la FASTEF, donc dans cette prestigieuse institution. Elle a donc été formée à la formation des formateurs dans plusieurs domaines, particulièrement en gestion du genre, en pensée critique, critical thinking, et en leadership féminin. Elle est l'auteur de plusieurs articles scientifiques. Et voilà, brossé à grands traits, les linéaments d'une carrière académique très bien remplie. L'ouvrage dont il est question aujourd'hui prend comme point de départ le pèlerinage au lieu saint de l'islam, de 2 auteurs américains, comme je l'ai dit tout à l'heure, Azra Nomani, auteur de Standing Alone in Mecca et Tantrika, et Michael Wolff, qui a produit, entre autres travaux, le Hajj, 1000 Roads to Mecca, 1001 routes vers la Mecque, Know Your Red, publié en 1986, Invisible Weapons, 1986 aussi, Taking Back Islam, pour montrer simplement à quel point l'islam et la religion musulmane sont profondément ancrés dans l'écriture de cet auteur. Je voudrais aussi signaler que l'essayiste a effectué, il y a quelques années, un pèlerinage à la Mecque, et certainement, sait-on jamais, elle a dû rencontrer ces auteurs, peut-être sans pouvoir les identifier. Mais en 1945, Michael Wolff est le fils d'un émigré juif de Biélorussie et d'une mère américaine chrétienne.
Il a fait ses études universitaires dans le Wesleyan University. C'est un universitaire, je l'ai dit, et il a fréquenté des églises de diverses orientations religieuses. Des synagogues, des églises baptistes, protestantes, épiscopales dans l'Ohio, avant de se convertir à la religion musulmane. Il a remporté de nombreux prix littéraires et converti, il porte le nom de Abdul el-Majid. On comprend aussi, de par ses origines, sa conception de l'islam, qu'il rapproche sans cesse au christianisme et au judaïsme. Journaliste de formation, Azra Nomani est né en Inde en 1965. Ses parents migrèrent aux USA, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle n'avait que 2 ans. Ce qui semble le plus l'intéresser, c'est le traitement de la femme musulmane, à commencer par sa propre mère, qui n'avait pratiquement pas droit à la parole. Son récit est une forme de protestation. Et ici, il y a un certain nombre d'interrogations des plus radicales que Madame Samb, le docteur Samb pose dans son essai. Comment ces personnes converties à l'islam perçoivent l'islam? Parce qu'il va de soi que leur arrière-plan religieux légèrement différent ne sera pas sans influer sur leur comportement. Et toute la problématique de l'essai, ce me semble, se situe à ce niveau. Mais également problématique dans le sens où non seulement il y a une problématique qui se pose, mais il y a aussi des problèmes que l'essai de Madame Samb aborde frontalement de biais, ou en tout cas n'aborde pas du tout. Je reviendrai sur cet aspect qui me paraît tout à fait primordial. Je voudrais dire tout le bien que je pense de ce livre, dont la publication s'insère dans une brûlante actualité. La question du port du voile par les femmes musulmanes vivant en Occident en particulier est amplement discutée dans le livre. Et même la question du voile en pays arabe. On raconte qu'il y a quelques années, un incendie s'était déclaré en Arabie Saoudite dans un lycée de jeunes filles et que ces jeunes filles-là étaient tiraillées entre courir sans porter le voile dans la rue et rester pour être plus ou moins cramées par les flammes. Et c'est cette deuxième option qui se produisit parce que dans leur comportement, dans les schèmes, dans leur représentation et dans leur éducation, il n'était pas question de sortir tête nue dans la rue. Comme on le sait aussi, par rapport à cette actualité, le printemps arabe a secoué les pays concernés, aussi bien dans leurs habitudes, leur mode de pensée, que dans leurs systèmes sociopolitiques respectifs. Par la propagation de mouvements de révolte que les gouvernants de ces pays-là avaient de la peine à contenir. Tout cela est abordé dans le livre de Madame Samb, qui est un essai, encore une fois, qui non seulement est ancré dans la réalité, mais interpelle tout musulman et par-delà les musulmans, tous les hommes soucieux, tous les hommes et toutes les femmes soucieux justement de la cohabitation, de la coexistence pacifique, de la mondialisation et des rapports entre les pays du Nord et du Sud. Je voudrais signaler, ou en tout cas regretter, 2 choses. La première est l'absence de l'index. Je me demande où est passé l'index. Et pourtant, dans l'essai, ou dans la préface, puisque je suis le préfacier de cet essai, il y avait bien l'index. Donc, quelque part, il y a eu mal donne.
Et je crois que dans une future réédition, que je sais tout à fait très très prochaine, parce que l'ouvrage a commencé à partir, à être vendu, il serait de bon ton de mettre l'index pour ces raisons-là, parce que l'index aussi, c'est extrêmement important, parce que le manuel de Chicago rappelle que tout travail scientifique, en tout cas que tout travail qui n'est pas de la fiction, doit comporter au moins un index. Le deuxième petit regret, qui n'enlève rien à la qualité extraordinaire de ce travail, c'est le détachement qu'observe l'essayiste, qui ne nous dit pas toujours sa position sur Nomani, cette américaine d'origine indienne qui porte parfois ses jeans à la Mecque. Elle dit qu'elle porte ses jeans à la Mecque. Et je crois que le pèlerinage, c'est une période bien donnée qui s'ouvre et qui se ferme, et qu'il y a un certain nombre de comportements qu'il est de bon ton et qu'il sied d'observer. Alors, il y a là un problème, et ensuite Nomani dit qu'elle ne comprend pas que les musulmans disent toujours « Inch'Allah ». Ça pose problème aussi. Je crois que l'essai soit directement abordé, ou en tout cas ne l'a pas abordé, mais il y a là un problème que quelqu'un qui est converti. D'ailleurs, moi j'ai aussi un autre problème, c'est quand je parlais de Nomani comme musulmane, j'avais toujours tendance à mettre ça entre guillemets. Bon, peut-être que tu pourras... je sais que tu as bien discuté cette question-là, et toujours dans cette optique, elle dit donc qu'elle ne comprend pas Inch'Allah. Or, Inch'Allah, je crois que c'est extrêmement important pour le musulman. Elle donne ses explications. Bon. Mais autre chose, dans sa défense de la femme, et de la condition féminine, parce que c'est ça aussi un aspect extrêmement important de l'essai du docteur Sambou. Elle met des personnages de fiction comme Hester Prynne dans la lettre écarlate de Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne. Il faut rappeler que c'est dans une Angleterre puritaine que cette femme qui a commis l'adultère a été condamnée à porter de façon allégorique une lettre A écarlate sur le front pour être identifiée, et au contraire de Arthur Dimmesdale, qui était aussi le coupable, son partenaire, et elle a été condamnée à l'échafaud. Et donc, Nomani éprouve beaucoup de compassion pour ce personnage-là, mais mon problème ne se situe pas là. Là aussi, c'est mon problème. C'est qu'elle met ensemble, au nom de la condition féminine, ce personnage fictionnel de Hester Prynne, dont je viens de vous décrire un peu le côté romanesque, à côté de Hajara, par exemple. Hajara qui, dans sa marche frénétique entre Safa et Marwa, à la recherche de l'élément liquide pour étancher la soif de son enfant en pleurs. Je crois que on voit bien l'origine de Safa Marwa, mais elle met Hester Prynne à côté de Hajara. Peut-être que il y a là aussi, pour moi, un problème qui mérite d'être posé en termes de juxtaposition. Autant de choses qui montrent l'inconfort de Nomani, cette nouvelle convertie à la religion musulmane, et qui, comme on l'a dit, a écrit « Standing alone in Mecca ». Donc, debout seul à la Mecque aussi, ça pose problème, hein, parce que si on parle du principe que aller faire le pèlerinage est un acte de communion et de ferveur hautement recommandé, parce que c'est dans les 5 de l'islam, et elle dit standing alone in Mecca.
Ça aussi pose problème. Comment peut-on aller en pèlerinage et dire qu'on est standing alone? Parce que quand on est standing alone, c'est presque standing aloof. Donc il y a aussi des questions que j'agite, que l'essai aborde, tantôt frontalement, tantôt de biais, mais qui, de toutes les façons, méritent d'être posées parce qu'il y a là une série de postures qui me paraissent tout à fait problématiques pour quelqu'un qui est converti à l'islam et qui se dit musulmane, etc. Et une autre question dont on a discuté toi et moi je dis, elle ne me montre nulle part là où elle a fait la profession de foi. Est-ce qu'elle a fait cette profession de foi pour prétendre justement dire qu'elle est musulmane? Je pense qu'il y a là autant de questions, autant d'interrogations que j'ai tenu simplement à soulever. Mais pour terminer, je pense que tout compte fait, voici un essai d'une très très grande facture académique, d'une très grande érudition, vraiment très très bien écrit, agréable à lire, et qui aborde avec une très bonne bibliographie, même si l'index a été laissé en plan, et qui aborde la mondialisation dans sa perspective culturelle, qui est la mondialité. C'est un essai à lire, et je le recommande vivement à toutes les personnes qui s'intéressent à l'islam d'abord, qui sont des musulmans, mais au-delà de tout cela, à toutes les personnes éprises de culture. Donc c'est un essai à lire. Yintana yaksi ci kër gi muy diggi njollooro bunti kër gi tëju na mari tëj na dem ak